Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux pour cette séquence de thèse. Donc, thèse réalisée en collaboration avec Entragia et le Centre d'ingénierie industrielle Émile Daly et qui a pour but de questionner les principales promesses du Demand Driven Instrumentation. Alors dans un premier temps, pour vous illustrer le contexte de la recherche, je vous ai pris un exemple typiquement français qui peut vous parler, qui est, vous êtes un client le matin par exemple, et vous allez à la boulangerie et vous voulez acheter une chocolatine. Donc le débat ne va pas porter sur est-ce qu'on va appeler ça une chocolatine ou un pain au chocolat, et on ne va pas non plus faire référence à des débats récents sur le prix des chocolatines. Ce qui va nous intéresser ici, c'est plutôt le système de production qui est derrière pour pouvoir faire ces chocolatines. Alors sur le principe, on assemble divers éléments et on les cuit à partir d'une pâte qui est réalisée par le boulanger à travers diverses opérations et qui lui-même se fournit de farine ou de diverses matières premières comme de l'eau. Et de l'autre côté, on a un chocolatier qui va nous mettre à disposition le chocolat pour les chocolatines. Là aussi, il y a plusieurs opérations et qui se fournit à partir de fèves de cacao. Et bien sûr, quand vous allez à une boulangerie, il y a plusieurs produits qui sont en vente. La question, c'est que parfois, quand vous y allez, il n'y en a plus. Et ça peut être dû à différentes sources de variabilité. Alors, il peut y avoir de la variabilité qui peut être issue de la demande, c'est-à-dire que vous ne savez pas pourquoi, mais chez le boulanger, parfois vous allez avoir 10 clients, le lendemain vous allez en avoir 20. Donc ça, c'est un bruit, on appelle une variabilité, et c'est ce qui fait qu'on peut avoir ce type de variabilité, ou alors vous pouvez avoir un bus avec plein de gens dedans et qui vont venir vous acheter tout ce que vous avez en stock, et potentiellement vous n'allez pas pouvoir livrer vos clients. Il y a aussi des types de variabilité qui sont ici de votre fournisseur. Si je suis le boulanger et que je n'ai pas une livraison de chocolat, ça va me poser des soucis. J'ai de la variabilité de type opérationnel, c'est-à-dire que le boulanger, peut-être qu'un jour il n'est pas forcément en forme, il va mettre beaucoup plus de temps à fabriquer, à faire son produit, ou alors il va l'oublier au four et ça va être brûlé. Il y a un dernier type de variabilité qui est celle du management, c'est-à-dire que j'étais en train de faire mes chocolatines, et là il y a mon chef qui me dit non, c'est du croissant qu'il faut faire, donc je change mes priorités. Donc ce genre de variabilité. Tout ça, ça mène au fait qu'on n'atteint pas forcément les objectifs qu'on s'est fixés. Alors les objectifs quand vous allez à la boulangerie, c'est que vous voulez que le produit que vous voulez il soit en quantité suffisante. Pour ça, on a plusieurs indicateurs qu'on va suivre. Le premier, c'est ce qu'on appelle le taux de service. Alors le taux de service, c'est le nombre de produits qu'on a livrés à temps en bonne quantité sur le nombre total de commandes. Si par exemple vous êtes boulanger et que vous avez réussi à livrer que 8 clients sur 10, vous allez avoir un taux de service de 80%. Pour faire ça, donc, et cet indicateur il peut chuter à cause de ces sources de variabilité. Il y a une autre chose qui est mesurée, c'est pour être sûr de pouvoir livrer son client, ce qui peut être fait, c'est qu'on va avoir des stocks à différents endroits. Donc on va gonfler nos stocks pour être sûr de livrer le client. Le problème de ça, c'est que ces stocks, ils ont un coût. Et mis bout à bout, ça représente le besoin en fonds de roulement. Et alors, pour pouvoir essayer de livrer son client en temps et en heure, on va potentiellement utiliser la trésorerie qu'on a à financer des stocks plutôt qu'à l'utiliser à des projets d'amélioration, à des choses qui pourraient être plus intéressantes. L'objectif ici, ça serait donc de gérer le système de production afin qu'il soit agile, c'est-à-dire qu'il puisse répondre à ce bruit de variabilité, et être résilient, c'est-à-dire qu'avec des grands pics, par exemple, ou des grandes causes de variabilité, le système il puisse y répondre et s'adapter rapidement afin de satisfaire son client et contrôler, de bien gérer ses finances. Alors, si je prends ici l'exemple que j'ai, si on met rien en place pour contrôler ça, le signal de dérive qu'il peut y avoir au début de variabilité, tout au long du processus, il va s'amplifier. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet coup de fouet, l'effet Forrester. Et ça va poser des soucis parce qu'il va y avoir plein de perturbations tout au long de notre processus. La question qui vient, c'est comment est-ce que je peux gérer ce système? Quelle méthode existe pour faire ça? Sur l'approche qui a été retenue pour faire cette étude, à partir de la revue de littérature et de ce qui existe, on a défini un certain nombre de critères. Alors ces critères, le but c'est de comparer chacune des méthodes, les principales méthodes que je vais vous détailler juste après. Donc il y a la méthode MRP2, qui est la méthode la plus répandue poussée. Il y a la méthode dite pendant, qui est une méthode en flux tiré. Et enfin, il y a des MRP. Pour chacun de ces critères, on a expliqué le fonctionnement de ces méthodes sur chacun de ces critères. Et
là, on a réussi à identifier où est-ce que DDMRP présentait théoriquement un avantage sur chacun de ces critères. À chaque fois qu'on a identifié théoriquement un avantage de DDMRP, ça nous donne une promesse que l'on veut questionner par la suite dans notre travail de recherche. Donc, sur un certain nombre de critères, on a pu voir que DDMRP théoriquement a de nombreux avantages, donc ça nous a donné une liste de promesses, et le but de ce travail, c'est de les questionner scientifiquement. Ces promesses, elles sont illustrées sur le cas d'études académiques et sur un cas d'études réelles, pour parvenir aux conclusions et aux différentes perspectives. La première méthode, dite MRP2, pour Manufacturing Resources Planning, c'est plusieurs processus de décision qui interagissent entre eux, qui vont de la phase stratégique, c'est-à-dire qu'on prend des décisions à long terme, jusqu'à un niveau opérationnel, et ce niveau opérationnel, c'est dans quel ordre je fais les choses dans mon atelier. Le mieux, c'est de l'illustrer sur le cas d'étude que je vous ai présenté avec, on va prendre le chocolatier. Le chocolatier, pour pouvoir planifier sa production, il va utiliser des prévisions sur ce qu'on appelle le besoin indépendant. Dans notre cas, c'est les chocolatines. C'est-à-dire que par rapport aux prévisions qu'il va faire sur ces chocolatines, il va mettre en place le processus MRP2 pour gérer sa planification et son ordonnancement. Et du coup, on va savoir dans quel ordre on va lancer la production de chocolat. Donc on va avoir un certain nombre d'OF, et le principe c'est que par rapport à ces prévisions, on pousse le flux. C'est-à-dire qu'on prend cette première ordre de production et on le pousse jusqu'à la fin du processus. Donc ça c'est pour le principe de MRP2. Les limites ici de cette méthode, c'est qu'on se base sur les prévisions, qui par définition sont fausses. Et le problème c'est que s'il y a beaucoup d'écart entre les prévisions et la demande réelle, ça pose des soucis. L'autre problème, c'est que comme on pousse le flux et qu'on a fait une forme de planification, on manque d'agilité pour répondre à ce qui se passe réellement sur le système par rapport à la demande réelle. Et enfin, d'un point de vue du management visuel, on a juste sur l'atelier, sur les postes de production, l'ordre dans lequel on doit faire les choses. Et donc, on voit pas si le système il se comporte bien ou pas. Sur le Kanban. Ici, c'est une méthode dite à flux tiré. Sur le principe, on met en place ce qu'on appelle des boucles Kanban. Ces boucles Kanban, on peut en avoir une entre le chocolatine et le chocolat, ou alors entre le chocolat et les fèves de cacao, on peut en avoir une au niveau du boulanger. Je vais reprendre l'exemple du chocolatier. On met en place ce qu'on appelle un tableau Kanban. Ce tableau Kanban, on a plusieurs emplacements. C'est des étiquettes qui sont sur ce tableau. Et ces étiquettes, elles peuvent être soit sur le tableau, soit sur le stock qui est après. Typiquement, vous voyez les trois carrés orange qui sont là. C'est potentiellement, j'ai 3 palettes actuellement de stock de chocolat noir. Et sur ces palettes, j'ai une étiquette qui est attachée. Sur le principe, quand je vais avoir mon boulanger qui va me consommer une palette de chocolat, je vais retirer cette étiquette et je vais aller la mettre au tableau Kanban. Le principe de cette méthode, c'est que c'est à flux tiré, c'est-à-dire qu'on répond directement à la consommation du client. Le client, ici, c'est le boulanger qui va prendre différentes palettes de chocolat. Et on peut avoir des tableaux Kanban pour chaque. Les limites ici, c'est que ce système il est capable d'absorber les bruits de variabilité. Par contre, quand il y a des grosses variabilités, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a dimensionné nos 4 Kanban. Donc, c'est très dur de répondre aux grands pics de demande et à la fois aux saisonnalités. Si je suis à Pâques et que j'ai des grosses demandes, potentiellement mon système ne va pas réussir à y répondre. Maintenant, je vais vous expliquer assez rapidement le fonctionnement de DDMRP. DDMRP, c'est une méthode qui repose sur 5 étapes. La première, c'est qu'on va positionner nos stocks stratégiques DDMRP aux différents endroits du processus. Dans un deuxième temps, on va les dimensionner, puis les ajuster. Et une fois qu'ils sont en place, on va planifier nos ordres de rapprovisionnement et les exécuter. Pour un souci de compréhension, je vais les présenter dans le désordre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, sur le principe, si on reprend le chocolatier, on met un stock stratégique DDMRP sur notre chocolat noir. Par rapport à MRP2, quand le stock est fixé, sa valeur n'évolue pas. Enfin, le stock est fixe. DDMRP, le but c'est qu'on peut l'ajuster par rapport à ce qui se passe réellement. Alors, sur la planification, on va dire que j'ai mon stock stratégique qui est dimensionné. DDMRP, on utilise ce qu'on appelle une équation de flux disponible. Cette équation de flux disponible, concrètement, ce qu'elle prend en compte, c'est ce que j'ai réellement en stock physiquement à cet endroit, et j'y ajoute
tous les ordres de réapprovisionnement qui sont en cours, qui vont arriver dans ce stock. Par contre, j'y retranche la demande de mon client. Ça, c'est quelque chose qui existe déjà, qui s'appelle position de stock. Par contre, la nouveauté dans les DRP, c'est que dans cette équation, on prend en compte les pics de demande qu'on arrive à voir dans l'horizon du temps d'écoulement. Pour vous expliquer le fonctionnement, je reprends mon stock stratégique des DRP qui est composé d'une zone rouge, d'une jaune et d'une verte. Je mets en place mon équation de flux disponible qui me donne une certaine valeur. Et la règle très simple qui est utilisée par les DRP, c'est à chaque fois que je descends en dessous de la zone verte, je lance un ordre de réapprovisionnement pour atteindre le haut de mon stock des DRP. Donc là, je vais avoir du chocolat noir qui est consommé, je descends dans la zone jaune, je lance un ordre de réapprovisionnement qui a une quantité X qui va faire que mon équation de flux disponible, elle va remonter en haut du stock stratégique. Potentiellement, je vais avoir un pic de demande, donc je vais descendre dans ma zone rouge. Je relance un autre ordre de réapprovisionnement qui a une quantité supérieure, mon équation de flux elle remonte, et ainsi de suite. Maintenant que j'ai mes ordres de réapprovisionnement qui sont lancés, il faut que je sache dans quel ordre je vais faire les choses. Donc, sur l'exécution, des DRP, on utilise ce qu'on appelle un statut de stock. Donc on prend en compte uniquement ce qu'on a physiquement dans ce stock par rapport à la zone rouge planifiée de mon stock stratégique des DRP. Donc potentiellement j'ai un stock des DRP pour mon chocolat noir, je peux en avoir un pour mon chocolat blanc. Je vais avoir des ordres de réapprovisionnement, là j'en ai 2 pour le chocolat noir et 1 pour le chocolat blanc. Le but c'est de savoir dans quel ordre je fais les choses. Ici j'utilise mon indicateur de statut de stock, donc j'ai 32% pour le chocolat noir, comme il est plus petit, il est plus prioritaire, je lance en production le premier ordre qui est arrivé sur le chocolat noir. Je lance en production, pendant ce temps-là, je vais avoir du chocolat blanc qui a été consommé potentiellement, et j'ai mon statut de stock qui monte pour le chocolat noir. Maintenant, je continue la même méthode, je regarde que c'est le chocolat blanc maintenant qui est prioritaire, j'en suis en production. Voilà pour l'exécution, pour savoir dans quelle ordre je fais les choses, ce qui diffère par rapport à quand, par exemple, on réagit par rapport à la personne qui est devant son tableau de commande et choisit ce qu'il fait par rapport à des essais critiques, ou à MRP2 où il y a différentes méthodes d'ordonnancement. Ce stock stratégique des DRP, il doit être ajusté dans le temps. Si ma chocolaterie elle marche très bien, potentiellement je vais avoir plus de clients, donc plus de demandes. Donc au fur et à mesure, je vais mettre à jour les différentes zones pour pouvoir faire face à cette demande. C'est le schéma du dessus. Le schéma du dessous, c'est ce qu'on appelle les facteurs d'ajustement planifiés. Ce que ça veut dire, c'est que si je suis chocolatier, je sais qu'à Pâques, je vais avoir beaucoup de demandes. Donc pour faire face à ça, j'utilise ces facteurs d'ajustement pour faire face à cette phase de saisonnalité. Auparavant, quand on met en place un stock, on va le dimensionner. Ce stock, il est dimensionné par rapport à plusieurs paramètres. Déjà, c'est la consommation moyenne journalière. Pour pouvoir faire ça, on utilise aussi ce qu'on appelle le délai d'écoulement découpé. Les facteurs d'écoulement et de variabilité qui vont dimensionner les zones, qui vont nous aider à dimensionner les zones vertes et rouges. Et enfin, la taille de l'eau. Ce qu'on constate, alors je ne vais pas rentrer dans le détail des formules pour le calcul des différentes zones, mais ce qu'on constate, c'est que les deux informations qui reviennent à chaque fois, les deux paramètres essentiels, c'est la consommation moyenne journalière et le délai d'écoulement découpé. Une fois que j'ai fait ce calcul, j'ai mon stock stratégique des DRP qui est dimensionné avec ces différentes zones et ces différentes valeurs. La dernière chose qui arrive dans l'explication et qui est la première chose qu'on doit faire dans des DRP, c'est savoir où est-ce qu'on met les stocks stratégiques. Pour ça, on va regarder les temps d'écoulement qu'on a pour les différentes étapes. Par exemple, ici, pour mon chocolatier, si je dois importer des fèves de cacao, ça me prend potentiellement 20 jours. Le délai d'écoulement pour les chocolatines, si je n'avais rien en place, ici, ça serait 26 jours. Donc c'est le chemin le plus long qui n'est pas protégé. Ici, donc les 20 jours, plus les 5, plus les 1. Si je mets en place un stock stratégique des DRP au niveau de mon chocolat noir, je vais avoir un chemin plus long qui est maintenant en haut, et mon délai d'écoulement, il est de 7 jours. Et si j'en rajoute un stock stratégique ici, mon délai va descendre à 2 jours. Et c'est ça que je vais prendre en compte pour dimensionner les deux phases. On a identifié 8 promesses principales qui sont à questionner sur les DRP. Ces 8 promesses sont de voir si les DRP réussissent réellement à absorber les différentes sources de variabilité avec l'effet coup de fouet qu'on a montré, qu'on a mis au début, s'il réussit à améliorer notre gestion des encours de production à tous les endroits, de voir s'il permet d'améliorer le management des ressources humaines, de voir si on arrive à améliorer notre manière de gérer nos approvisionnements avec des problématiques de regroupement,
de voir si on arrive à améliorer la transmission de la demande tout au long du processus avec la transmission de la demande, de voir si réellement on arrive à s'adapter à ces grands pics de demande ou ces pics de variabilité en général, voir si on arrive toujours à atteindre un bon indicateur de taux de service, voir si on arrive à livrer à nos clients, et enfin, de voir si on améliore de manière globale notre management visuel. Sur ces 8 promesses qu'on a identifiées, il y en a 4 qui nous ont semblé les plus critiques et les plus importantes à questionner, que ce soit pour implémenter des DRP dans la vie réelle. Ces 4 promesses sont l'absorption de la variabilité par le positionnement des différents stocks stratégiques des DRP, de voir si on arrive à mieux maîtriser nos encours. Ce qui est constaté dans la réalité, c'est que souvent on a trop peu de certaines références, ou on en a trop pour d'autres. C'est ce qu'on appelle une courbe bimodale. Le principe, c'est de voir si on arrive mieux à centrer nos encours et à bien gérer nos encours. Voir si on arrive à répondre à nos pics de demande et à les absorber, et enfin, à voir si on arrive à garantir un objectif de taux de service. Alors sur cette partie, donc, on a identifié 8 promesses, et il y en a 4 qui vont être traitées dans ce travail de recherche. La question maintenant, c'est de savoir par quelle manière on peut questionner ces promesses. L'approche qui a été retenue ici, c'est on a plusieurs promesses à questionner. Une d'entre elles, c'est de voir si on arrive à absorber de grands pics de demande. Donc pour ça, on doit jouer sur la variabilité de la demande. Et quand on joue sur la variabilité de la demande, les autres promesses qu'on peut voir à travers ça, c'est qu'on peut voir si la variabilité de la demande, elle a des effets sur notre maîtrise des encours, donc on peut questionner cette promesse. On peut également questionner le fait de voir si on absorbe cette variabilité en positionnant les stocks stratégiques des DRP, et voir si on arrive à garantir nos objectifs de taux de service. On a également traité la variabilité opérationnelle, et la variabilité opérationnelle elle nous permet aussi de questionner la bonne maîtrise des encours, la bonne maîtrise de la variabilité et la bonne maîtrise de notre indicateur de taux de service. Pour ça, on a identifié différents scénarios qu'on a implémentés. Un scénario qu'on va dire initial où on a un bruit de demande. Ce bruit de demande, donc, qui envers la variabilité de la demande. On a testé la variabilité opérationnelle avec des modifications de temps de cycle, avec la variabilité dans les temps de cycle opérationnels et les temps de réglage. Donc ça, c'est en bleu par rapport à la variabilité opérationnelle du schéma. On ne va pas en parler par la suite parce que sur le cas qu'on a traité, la variabilité opérationnelle n'avait pas d'impact sur le processus. Donc on s'est concentré sur les scénarios qui avaient de forts impacts. On a joué sur la variabilité de la demande avec les phénomènes de saisonnalité, tels que package pour le chocolat, et sur le profil de demande, avec des pics et des creux de demande. On a modélisé ça dans un logiciel de simulation de flux événements distraits, et on a modélisé les 3 méthodes pour les comparer, MRP2, Kanban et DDMRP. Sur ces 3 méthodes, on va tester tous ces scénarios, et on va analyser la performance en sortie, donc en termes de taux de service, en termes de besoin en fonds de roulement, et on va regarder quels paramètres on a dû changer sur ces 3 méthodes pour faire face à ces variabilités. Et on a traité ça sur un cas d'étude académique. Ce cas d'étude, c'est le jeu Kanban. Le processus il ressemble un peu à celui des chocolatiers tout à l'heure. C'est une entreprise qui produit des réducteurs. Ces réducteurs ils sont assemblés à partir de 3 éléments. On a des carters, des engrenages et des couronnes. Ces couronnes, il y a des couronnes de type A et des couronnes de type B. Ce cas, on l'a traité parce qu'il est représentatif de la réalité, de ce qu'on peut trouver, des problématiques qu'on peut trouver avec des problématiques d'assemblage avec 3 niveaux de nomenclature ici, entre les réducteurs et les couronnes B et A. On a 16 références, dont 6 qui sont vendues, donc on commence à avoir un mix produit qui est intéressant. On a 4 opérations d'usinage et on a aussi des pannes qui arrivent au fur et à mesure au niveau des différentes étapes. Par contre, ce cas, il a aussi des limites. Ces limites, c'est que contrairement à la réalité, pour avoir une nouvelle référence, on a besoin de faire qu'une seule opération. Dans la réalité, souvent, on en a plusieurs. On a des temps de réglage qui sont significatifs par rapport au temps opérationnel. Dans la réalité, ils sont moins. Et sur les différentes étapes ici dans le jeu Kanban, les temps de cycle pour faire un lot, ils sont similaires. Dans la réalité, les temps de cycle opératoires, ils sont différents en fonction des différentes étapes. Sur ce cas d'étude, on s'est fixé 2 objectifs. Le premier, c'est d'atteindre un taux de service de 99,3%. Pourquoi ce chiffre? C'est qu'on a 6 réducteurs qu'on vend à notre client. On s'est autorisé un seul retard sur toute la durée de la simulation pour chaque référence. Et c'est ça qui explique les 99,3% de taux de service. Donc on a le droit à un seul retard sur chaque référence.
Et ensuite, on voulait minimiser le besoin en fonds de roulement. On a modélisé les différentes méthodes, donc avec tous les processus de décision. Juste sur l'ordonnancement pour NRP2, on a défini un ordonnancement qu'on a gardé fixe, qui était bon au début, et on a juste joué sur les quantités. Sur Kanban, on a dimensionné le nombre de cartes Kanban et les indicateurs verts et rouges, et sur DDMRP, on a utilisé les 5 étapes. Pour faire face aux différentes formes de variabilité, on a joué sur différents paramètres. Pour NRP2, on a pu jouer sur les stocks de sécurité et sur la quantité maximum du point industriel et commercial. On a pu jouer sur Kanban sur le nombre de cartes Kanban, le dimensionnement des indicateurs verts et rouges, et sur DDMRP sur les différents facteurs. Les facteurs d'écoulement pour les zones vertes et rouges, sur les facteurs de variabilité, et enfin sur les délais d'écoulement. Ça fait l'office de rédaction d'un article en Python. Concrètement, voilà à quoi ça ressemble le modèle de simulation. Le modèle de simulation, vous voyez le processus que je vous ai présenté juste avant sur Witness, qui est un logiciel de simulation de flux. Donc, on voit les produits qui s'écoulent au fur et à mesure. En 5 minutes, on a modélisé, avec l'intérêt de cet outil, c'est de modéliser 1 an en 5 minutes. On a pu modéliser 6 mois de mise en régime pour atteindre un régime permanent, et seulement après, sur le second semestre, on a pris en compte les statistiques. Ici, on a pu voir qu'il y avait notre indicateur de besoin de fonds de roulement qui évoluait dans le temps. Et là, on voit en sortie, à la fin de la journée, sur le réducteur errant, on avait une commande de 100 pièces. On peut avoir notre indicateur de taux de service qui se remplit au fur et à mesure. Et là, on voit qu'on a pu livrer notre client à temps. Donc voilà sur le fonctionnement du modèle de simulation. On a testé les différents scénarios que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc ça, c'est le scénario initial avec un point de demande. Je vous ai présenté le profil de demande sur un réducteur, par exemple. Ce qu'on se rend compte, c'est que sur les 3 méthodes, l'objectif de taux de service, il est atteint. On arrive à atteindre l'objectif de taux de service avec une faible variabilité. Et on a un besoin de fonds de roulement qui est équivalent pour les 3 méthodes. C'est-à-dire qu'elles se comportent, on arrive à avoir les mêmes résultats. Et les autres indicateurs qu'on va suivre, c'est le dimensionnement des stocks de sécurité pour NRP2, RED c'est pour les réducteurs, et SOFP c'est pour les composants. On va regarder quels paramètres on a pu changer sur les stocks de sécurité pour NRP2, les dimensionnements des zones DDMRP pour les réducteurs et les composants, et enfin les cartes Kanban. Le deuxième scénario qu'on a traité ici, c'est qu'on a commencé à rentrer des pics de demande. Ces pics de demande, ils sont 3 à 4 fois plus importants que la demande initiale. Sur ces pics de demande, on regarde ce qui s'est passé avec les 3 méthodes. On voit déjà que les 3 méthodes, elles atteignent l'objectif de taux de service qui était fixé initialement. Par contre, NRP2, il a dû augmenter son besoin de fonds de roulement de 25%, donc un quart de plus déjà. Et on a dû augmenter nos stocks de sécurité de 45% sur nos réducteurs. Donc on a déjà dû jouer sur ce paramètre assez fortement. Et on a 6 points de plus de besoin de fonds de roulement sur Kanban par rapport à des DDMRP. Le troisième scénario qu'on a implémenté, c'est le phénomène de saisonnalité. Concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris chacun des réducteurs et on a dit qu'ils avaient chacun une saisonnalité. Par contre, elle n'apparaissait pas au même moment. C'est-à-dire qu'elles vont être décalées. Par contre, la demande totale reste la même pour des soucis de capacité, pour être sûr qu'on puisse faire la production. Sur la saisonnalité, ce qu'on constate, c'est que là, à nouveau, les 3 méthodes, elles atteignent l'objectif de fixer le taux de service. Par contre, on a 38% de plus en besoin de fonds de roulement pour faire face à cette situation avec NRP2, et on a de nouveau cet écart de 5 points de besoin de fonds de roulement entre les DDMRP et Kanban, à l'avantage de DDMRP. Et enfin, le dernier scénario, on a commencé à modéliser de vrais forts pics de demande, c'est-à-dire qu'on a pris les pics qui étaient initialement dimensionnés et on a encore multiplié de 3 à 4 fois ces pics de demande. Et là, on a voulu voir comment ces méthodes elles réagissaient à ces grands pics de demande. Concrètement, ici, NRP2, il n'arrive pas à atteindre l'objectif de taux de service. On a impossible d'atteindre cet objectif, pourtant on a doublé notre besoin en fonds de roulement. Donc on a fait quand même beaucoup de stocks à différents endroits. Kanban, non plus. On n'arrive pas à atteindre notre objectif de taux de service, donc on a 5% des commandes qui ne sont pas livrées à temps. Il n'y a que des DMRP qui permettent d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Par contre, la seule manière pour faire ça, c'est qu'avec des DMRP, il a dû anticiper la production. On a réussi à identifier les pics de demande, donc on les a pris en compte. Par contre, on a dû anticiper la production, donc on a augmenté nos besoins de fonds de roulement. C'était la seule manière de faire pour pouvoir atteindre l'objectif de taux de service. Et la dernière chose qui est intéressante de voir, c'est qu'on a modifié de 40% notre nombre de cartes Kanban sur Kanban
Par contre, on a moins dû modifier au fur et à mesure des scénarios le dimensionnement des DMRP, qui était du coup un peu plus robuste. Et ça aussi, c'est la rédaction d'un article pour une compte. L'autre chose qu'on a pu voir à travers ce temps d'expérience qu'on a réalisé, c'est la maîtrise des encours. Dans la réalité, on voit souvent qu'il y a beaucoup de références qui sont potentiellement en rupture, ou il n'y en a plus beaucoup, ou alors on a trop de produits avec ces différentes zones. On a voulu regarder sur notre plan d'expérience comment ça s'était comporté. Donc, sur la variabilité de la demande avec l'équipe de demande du scénario numéro 2, ce qu'on constate, donc on a la distribution des encours. Comment ça s'est passé? C'est dans le modèle de simulation, on a lancé un an de simulation, on a pris en compte le second semestre statistique, on a relevé le niveau des stocks 2 fois par jour de chaque référence. Et c'est comme ça qu'on a pu modéliser la distribution des encours pour voir comment est-ce qu'ils étaient maîtrisés. Les informations principales là, c'est que MRP2, on a déjà beaucoup de références qui sont en rupture. Et on a aussi des références pour études pour MRP où on a déjà trop de stock sur ce scénario. Et des DRP, qui en bleu ici, on peut voir que la distribution est plutôt centrée, donc on maîtrise nos encours. Ici, on a voulu faire le même exercice, on a fait le même exercice avec les grands pics de demande. Et concrètement, ici, si on regarde, on a toujours des pièces qui sont en rupture pour MRP2. Et on a également beaucoup de pièces où on a trop de stock. Et pourtant, on n'arrive pas à atteindre nos objectifs de taux de service. Et c'est la même chose pour comment on a beaucoup de pièces en trop. Si on regarde les tableaux chiffrés, on voit qu'il y a très peu d'encours qui sont aux extrémités sur des DMRP, alors que MRP2, on a déjà un quart des pièces qui sont soit en rupture, soit en trop. Et ce phénomène, il est amplifié avec, quand on rajoute encore la variabilité de la demande. Donc, avec à peu près un tiers des pièces qui sont bien maîtrisées, un tiers dans la zone moyenne, et un tiers qui sont aux extrémités. Pour comment on voit que ça varie très peu, pourtant on n'atteint pas les objectifs de taux de service qu'on s'était fixés. C'est aussi ça fait l'office de la rédaction d'un article. Par rapport à ces résultats, si on revient aux promesses qu'on voulait questionner. Sur l'absorption de la variabilité, l'enseignement, c'est que sur des DMRP, on a réussi à atteindre à chaque fois notre objectif de taux de service. Par contre, par rapport aux autres méthodes que sont Kanban et MRP2, il a fallu avoir quand même beaucoup de variabilité pour pouvoir décrocher le système. Donc ces systèmes, ils arrivent quand même à s'adapter à une certaine forme de variabilité. Donc des DMRP, oui, arrivent à absorber la variabilité, et les autres aussi, sauf dans certains cas. Sur la maîtrise des encours, on voit que des DMRP de manière globale, il arrive bien à maîtriser ces encours de meilleure manière que pour les deux autres méthodes. Par contre, quand on regarde les groupes de distribution, c'est pas aussi marqué que ce qu'on appelle la courbe bimodale. On a quand même une partie des encours sur les autres méthodes qui sont dans la bonne zone. Par contre, là où c'est clair, c'est que c'est la seule méthode qui nous permet d'absorber les grands pics de demande, et c'est la seule méthode qui nous garantit, dans ce cas d'étude, d'atteindre notre objectif de taux de service. Donc, voilà pour les résultats sur ce plan d'expérience. Pendant qu'on a réalisé ce plan d'expérience, on s'est rendu compte que le dimensionnement des stocks stratégiques des DMRP il était vraiment sensible. On avait des scénarios où on avait uniquement bougé un petit peu une zone des DMRP et on pouvait perdre jusqu'à 10 points de taux de service. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait une réelle sensibilité dans le dimensionnement de ces paramètres. C'est pourquoi, dans un deuxième temps, sur ce cas d'étude, on a essayé de faire un travail d'optimisation pour définir le bon paramétrage de ces stocks stratégiques des DMRP. Ce travail d'optimisation, on l'a réalisé sur le cas qui nous a posé le plus de soucis, le cas où c'était le plus dur d'atteindre notre objectif de taux de service. Donc c'est celui où il y avait les pics de demande qui étaient très grands. On a initialement positionné le stock stratégique, donc la première étape des DMRP, et ensuite on a dimensionné les stocks stratégiques. Donc sur tous ces stocks, les paramètres sur lesquels on va pouvoir jouer dans l'optimisation, c'est le délai d'écoulement découplé, qui est un des paramètres des DMRP, sur les facteurs à la fois de variabilité et de temps d'écoulement pour les zones vertes et rouges. Et donc cette optimisation, le but c'était d'optimiser 56 paramètres, avec le nombre de références et tous les paramètres. Donc c'est un problème d'optimisation conséquent. Et si on fait la combinaison des problèmes, on a plus de 10 puissance 11 possibilités si on fait ce critère. Donc ce problème est grand. Donc dans un premier temps, on a positionné les stocks stratégiques, on les a dimensionnés. Et la première chose qu'on a réalisée, c'est, sur le projet d'optimisation, c'est qu'on a utilisé ce qu'on appelle une méta-heuristique, avec un peu simulé. Cette méta-heuristique, c'est-à-dire qu'on utilise un algorithme pour résoudre des problèmes complexes et pour trouver des bonnes solutions.
Donc, on a appliqué ce recuit simulé et on a fait plusieurs itérations de simulation. Et le but, c'était de trouver une bonne solution avec cette variabilité d'allemand. De l'autre côté, ce qu'on a voulu faire, parce que ce problème était complexe et on verra qu'il y a eu beaucoup d'itérations pour obtenir une bonne solution, c'est qu'on a développé notre propre algorithme métier et on l'a appliqué sur ce processus à travers aussi différentes itérations et on a obtenu aussi une bonne solution. Le but, c'est de comparer ces deux solutions et de voir laquelle est la meilleure. Et par rapport, enfin, à cette solution qu'on a obtenue avec l'algorithme métier, le but, c'est aussi de voir si on pouvait l'améliorer en repassant dans la méthode heuristique avec le recuit simulé, pour voir si notre solution était vraiment très bonne. Donc, la première étape, c'est l'approche avec la méthode heuristique. Sur la méthode heuristique, on a utilisé un algorithme de recuit simulé, et le but, c'était d'obtenir rapidement une bonne solution de voir. Donc, on a utilisé ces paramètres pour la simulation, et on a utilisé ce qu'on appelle une fonction de bloc programmée. Cette fonction objectif, elle a deux termes. Le premier, le terme de droite, le but, c'est d'atteindre obligatoirement le taux de service. On s'est fixé de 99,3%. Et ce taux de service, s'il n'est pas atteint, on a une pénalité qui est tellement forte qu'on ne va pas essayer de minimiser le besoin de foudroiement pendant ce bon temps. Donc, première étape, on optimise pour obtenir le taux de service qu'on s'est fixé, et ensuite on minimise le besoin de foudroiement. Les résultats de cette optimisation, c'est qu'on a utilisé plus de 500 itérations, donc ça nous a pris 48 heures de simulation pour faire ça, et une seule solution qui nous a permis d'atteindre l'objectif de taux de service qu'on s'était fixé. Donc on voit bien que c'était difficile d'obtenir une bonne solution dû à tous les paramètres qu'on a voulu optimiser. Et on voit qu'il y en a une seule qui est à droite de la barre de 99,3%. Par rapport à ça, on a développé notre propre algorithme métier. Donc, ça a été fait par rapport à toute l'expérience qu'on a pu avoir sur le plan d'expérience sur ce cas d'étude et par rapport à l'expérience terrain des consultants en JDA qui mettent en place des DNRP. Et c'est grâce à ça qu'on a pu avoir un algorithme métier. Et cet algorithme métier, il est découpé en 4 parties. Sur ces 4 parties, il y en a les 3 premières qui sont là pour essayer d'atteindre notre objectif de taux de service. Et dans un dernier temps, on va essayer de minimiser notre besoin de foudroiement. Comment il fonctionne? Donc voilà l'algorithme métier. C'est juste pour vous dire qu'il y a les 3 blocs en bleu qui sont là pour atteindre l'objectif de taux de service et le dernier pour minimiser le besoin de foudroiement. Je vais vous l'illustrer. Donc le premier bloc, le principe c'est que ce qui nous a posé le plus de soucis dans le dimensionnement des stocks stratégiques, on a vu, c'est sur les stocks stratégiques des réducteurs qui font face directement à la variabilité de la demande. Le principal souci, c'était de dimensionner les zones vertes pour pouvoir avoir des tailles de réapprovisionnement qui sont suffisamment longues pour pouvoir livrer tous les produits. Donc, on a d'abord joué sur ce paramètre, et si on n'arrivait pas à atteindre notre objectif de taux de service, on a joué sur la totalité du stock stratégique des NRP. Donc, on a pris le stock stratégique qui était dimensionné avec potentiellement sa zone verte qui était agrandie, et on a joué ensuite sur la totalité du stock stratégique des NRP. Si on n'atteignait toujours pas notre objectif de taux de service, il fallait qu'on joue sur c'est que le problème venait des composants. Il fallait potentiellement jouer sur le dimensionnement des zones des différents composants. Donc ce qui a été fait, c'est qu'on a pris sur chacun des composants, on a regardé dans la simulation tous ceux qui sont tombés en rupture de stock. Et tous ceux qui sont tombés en rupture de stock, on a augmenté leur stock stratégique des différentes zones. Avec ça, on doit être capable d'atteindre notre objectif de taux de service qu'on s'est fixé. Et la dernière partie, c'est maintenant on minimise notre besoin de foudroiement. Et pour minimiser ça, on a pris tous les composants où dans la simulation ils sont jamais tombés à zéro. Donc potentiellement on pouvait réduire les stocks. Et on l'a fait sur chacune des références, donc potentiellement les réducteurs et les composants. Les résultats sur cet algorithme métier, il nous a fallu 10 itérations pour obtenir une bonne solution par rapport à tout à l'heure. En 10 itérations, on a obtenu une bonne solution et ça nous a pris une heure pour que l'algorithme métier ait été mis en place. Et on peut voir les différentes étapes, les différents blocs que je viens de vous expliquer qu'on a utilisés au fur et à mesure. La dernière chose, donc par rapport à cette meilleure solution qu'on a obtenue à la 10e itération, on a utilisé le recuit simulé. Ici, on voit qu'en réinjectant cette solution initiale, cette meilleure solution en tant que solution initiale dans la méthode heuristique, on a également pu resserrer les bornes des différents paramètres et on a refait ce travail d'optimisation. Donc on a plus de solutions où on a l'objectif de taux de service qui est satisfait
Mais par contre, ce qu'on peut constater avec le tableau en haut, c'est que les résultats ils restent quand même très proches. L'autre intérêt d'utiliser la simulation de flux ici, c'est qu'on a ce qu'on appelle en bas là, le front de Pareto, qui permet de nous voir les compromis qu'il peut y avoir entre les deux objectifs qu'on s'est fixés, entre besoin en fonds de roulement et l'objectif en taux de service. Donc on voit qu'ici on avait 660 000 € de besoin en fonds de roulement pour atteindre l'objectif de taux de service qu'on s'est fixé. Mais si on décidait de potentiellement autoriser de réduire cet indicateur, on pourrait regarder d'1,2% ici, on serait capable de réduire de 10% notre besoin en fonds de roulement. Donc grâce à l'outil de simulation, on peut faire ça. Et ici, on voit les différents fronts de Pareto sur l'ensemble des solutions. Donc, en bleu, c'est l'algorithme métier, et en orange, c'est le front de Pareto sur la seconde méthode heuristique qu'on a appliquée. Ce qu'on peut voir, c'est que ces courbes sont relativement proches, mais que finalement, avec la méthode heuristique, on arrive quand même à obtenir de meilleures solutions à la fin. Donc, pour conclure sur cette partie, on a pu constater que vu le nombre de solutions qui n'étaient pas satisfaisantes, c'est vraiment un sujet critique, le dimensionnement des stocks stratégiques des MRP, et que la simulation de flux à événements discrets nous permet de choisir des paramètres qui sont les bons. Avec le recueil simulé, on trouve de bons résultats, par contre ça prend beaucoup de temps, ici avec le nombre de paramètres optimisés. Et l'algorithme métier qui est proposé, par contre, on arrive à obtenir une bonne solution, et ce, avec beaucoup moins d'itérations. Donc, dans le futur, ce qui serait intéressant, c'est d'intégrer cet algorithme métier avec la méthode heuristique et l'algorithme et le recueil simulé. Voilà pour les résultats d'optimisation. Et la dernière chose de ce travail de recherche, c'est qu'on a implémenté des DRP sur un cœur réel pour illustrer l'ensemble du travail de recherche.